Donc, grand merci aux organisateurs de cette journée remarquable, en particulier à Tina Zerilis qui a disparu. Merci. Alors donc, grand merci aussi aux orateurs précédents parce que c'est très riche. Alors voilà, donc je vais vous parler du nouveau-né fragile et de ses parents et des mesures anti-stress qui peuvent être prises, que nous essayons de mettre en place par rapport à ces enfants et à ses parents. Alors, je suis donc pédiatre néonatologue, je suis certifié NICAP et en même temps instructeur NLS. Alors, je ne dis pas ça pour étaler mes diplômes, mais parce qu'en fait, ce sont deux aspects importants de la néonatale, c'est de parvenir à concilier les soins de développement, les soins qui vont veiller au bon développement du nouveau-né éventuellement prématuré, et en même temps toutes ces choses nécessaires pour que cet enfant ait une survie parfaite, la réanimation. Alors, je viens du service néonatal de l'hôpital Erasme, où il y a ici pas mal de représentantes, je suis un des rares hommes. Et d'ailleurs, tout au long de cet exposé, je vais vous parler de projets développés par toutes ces représentantes, des projets qui sont vraiment très bons. Alors, donc, je travaille dans un service néonatal. Voilà à quoi ressemblait ou à quoi ressemble encore certains services néonatals. Une maman qui est à la maternité, esselée, inquiète, déprimée, et un enfant qui est en néonatal dans un service où on ne voit pas très bien où est la place des parents, dans un service intensif ou éventuellement dans un service moins intensif, mais où la maman n'a pas forcément sa place. Heureusement, tout ça, tout doucement, devient du passé. Donc, de plus en plus, les parents sont intégrés dans les services néonatals, participent aux soins de leur enfant, ici des jumeaux, et donc notamment par rapport au portage peau à peau et le programme Kangourou. Alors, ce stress du nouveau-né fragile, comment le décrire? Quelle est son importance? Et il y a maintenant donc, pas mal de publications qui sortent sur les conséquences de ce stress du prématuré. Si on peut un peu théoriser le stress, donc il y a trois types de stress. Il y a le stress positif, comme le nom l'indique, le stress tolérable et le stress toxique, en fonction de l'intensité, de la durée et de la protection, de la réponse qu'on va donner à ce stress. Le stress positif, c'est un stress de courte durée. C'est l'enfant, par exemple, qui essaye de prendre le sein de sa mère et qui va y arriver, qui va avoir appris quelque chose, qui va y arriver. Et ceci est bon. Le stress de l'apprentissage est quelque chose de tout à fait positif. Et puis il y a le stress tolérable, dans lequel on peut peut-être classer la naissance, puisque les hormones de stress sont très élevées dans une naissance, ou le stress de plus longue durée, et où la présence soutenante des parents, de la mère, du père, est évidemment important pour en diminuer les conséquences. Si le parent est là, si la mère est là, si le père est là, eh bien, ce stress n'aura pas de conséquences, tandis que si l'enfant est seul, eh bien, évidemment, il en aura. Et puis alors, il y a le stress toxique. Le stress fréquent, prolongé, sans support des parents, qui, alors que le nouveau-né, même à terme, mais le nouveau-né prématuré est en plein développement au niveau cérébral, eh bien, va laisser des conséquences. Par exemple, le cortisol, qui est une des hormones du stress, perturbe les connexions synaptiques, entraîne des modifications cérébrales, et ceci a des conséquences à plus long terme. Donc des conséquences immédiates, à court terme, moyen et long. Donc le stress toxique entraîne une organisation différente du cerveau. Les connexions synaptiques se développent sur un mode de défense.
et ils vont le rester. Ces connexions synaptiques, en fait, elles sont en train de se faire durant ce troisième trimestre de la grossesse où l'enfant, éventuellement, est prématuré et est en néonatal. Et donc, le cerveau réagit aussi en libérant davantage de cortisol. Donc, c'est une préparation du corps à réagir au moindre danger. Et ce cerveau va garder cette même configuration. Ce qui fait qu'à un âge adulte, eh bien, ces anciens prématurés donc, ont une réponse différente au stress. Hein, donc ce stress toxique laisse des traces, des séquelles. Et notamment au niveau des maladies que l'on rattache au stress chez l'adulte, au niveau d'hypertension artérielle, obésité, diabète. Le stress toxique induit donc des réponses à long terme, mais induit également des changements de structure cérébrale. Donc on voit le cerveau différent au niveau des examens de résonance notamment. On voit des différences au niveau de certains volumes cérébraux. Et donc il y a une perturbation de l'architecture du cerveau en développement. Alors, voici par exemple un document qui est assez bien fait sur l'influence de la douleur néonatale et de la présence maternelle réduite sur des modifications cérébrales anatomiques et fonctionnelles. Une autre étude ici, qui est une étude qui mesure le stress de l'enfant par une grille qui s'appelle NISS, et qui compare avec des résonances magnétiques cérébrales. Et donc, on montre d'abord ici que les enfants, évidemment, ont des stress importants à la naissance. Je n'ai pas en détail, mais donc, durant les premiers jours de vie, les enfants ont des stress très très importants pour des prématurés. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'en fonction, ici vous avez en abscisse l'importance du stress, et en ordonnée, vous avez le diamètre bifrontal. C'est-à-dire que plus, dans ce cas-ci, l'enfant va être stressé, plus son diamètre bifrontal, donc des mesures anatomiques, vont être modifiées au niveau des résonances magnétiques. Dans la même étude, on voit ici les connexions entre les deux hémisphères, avec au-dessus, désolé, j'ai pas de pointeur, on n'en veut pas. Ah, chez moi j'ai un pointeur, mais... Vous l'avez aussi? Non. Enfin bon, c'est pas grave. La première ligne, la ligne A, c'est un enfant normal. La ligne B, c'est un enfant prématuré où il y a moins de stress. Et la ligne C, c'est un enfant prématuré où il y a beaucoup de stress accumulé. Et vous voyez donc que l'enfant de la ligne B n'a pas déjà la même image. Donc, au niveau A, l'enfant normal. Au niveau B, l'enfant prématuré moins stressé. Et au niveau C, l'enfant prématuré très stressé. Et vous voyez qu'ici, par exemple, quand il y a beaucoup de stress, eh bien, la connexion entre les deux hémisphères n'a pas été la même. Et donc, tout ce qui est du réseau neuronal, eh bien, n'a pas été le même. Donc, modification anatomique et fonctionnelle. Alors, c'est pas étonnant quand on sait comment est le cerveau d'un prématuré de 8 mois, 9 mois, non, ici, pardon, 6 mois, ici 6 mois et là 9 mois. Hein, donc vous voyez que ce cerveau, à la naissance d'un prématuré, à la naissance d'un enfant de 6 mois, 7 mois, il est tout à fait différent, il n'est pas encore en volume et en anatomie comparable à celui d'un enfant interne. Et donc il est très vulnérable. Et ça, c'est un des autres aspects, c'est que, alors que in utero, le prématuré, enfin l'enfant, le fœtus, il vit une petite vie bien tranquille, avec des sons filtrés, des odeurs maternelles, peu de lumière,
et de stimulation tactile et de mouvements légers. Une fois qu'il est né, le même enfant, eh bien, d'abord il vit la séparation, les sons intenses, les odeurs hospitalières, et des stimulations pas du tout adaptées, anarchiques, stressantes, douloureuses, avec beaucoup de lumière. Moi, d'accord. Alors, je vais vous montrer un petit film qui vous montre, c'est un film qui date, donc ce n'est plus d'actualité, mais qui peut vous montrer ce que c'est la vie d'un prématuré. C'est un enfant ici qui dort, et donc il dort. C'est un enfant qui n'est plus très prématuré, puisque maintenant il a 36 ans. Et vous voyez sur le petit cadran son rythme cardiaque par rapport à toute une série de perturbations de l'environnement. Voilà, une tachycardie, il est quasi réveillé. Un de ses voisins qui pleure, de nouveau le tachycardie. Comme on sait, le sommeil est très important. Des voix de personnes qui passent. Et ceci, c'est un test par rapport aux désinfectants hospitaliers qu'on utilise de façon continuelle et systématique. On voit que les odeurs également perturbent l'enfant. Donc il réagit, il y a de nouveau un pic de tachycardie. Alors, je vais interrompre ici. Ceci pour vous montrer à quel point cet environnement d'un service néonatal est important, et ne fût-ce que pour la protection du sommeil de l'enfant. Voilà. Donc, le stress du nouveau-né fragile, par la douleur, par la séparation de la mère, par la stimulation sensorielle inadéquate et la perturbation du sommeil, tout ça provoque des conséquences à long terme sur la fonction et l'anatomie de son cerveau. Quant au stress des parents, dont on a déjà parlé, mes collègues vous ont parlé, cette peur, cette angoisse qui peut laisser des traces aussi à long terme, jusque la dépression du postpartum, ou alors tout ce qui est du syndrome du stress post-traumatique avec des parents qui restent stressés pour des années. Alors, que faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en néonatal? Quelles sont les mesures anti-stress qu'on peut prendre pour la maman et l'enfant? Et la première chose, eh bien, c'est le portage peau à peau. Le portage peau à peau. Donc ici, vous voyez donc, les précurseurs que sont les Colombiens par rapport à ce portage peau à peau. Alors, le portage peau à peau, c'est le peau à peau de longue durée, le plus continu possible, et avec également sortie précoce à la maison avec des enfants, donc ils continuent à être portés en peau à peau à la maison. Et vous voyez ici par exemple en Colombie, à Bogota, c'est le matin, Bogota est à 2000 mètres d'altitude, il fait très froid, et les mamans viennent, et les papas viennent montrer leur enfant à la consultation kangourou. Ils sont là les enfants, vous ne les voyez pas, mais ils sont là, ils sont tous en kangourou. Donc le papa en a un, les autres dames plus loin en ont aussi. Et donc, c'est les sorties précoces des enfants en kangourou. Donc les parents sont à la maison avec leur enfant. Je vais voir si je vais savoir faire démarrer, parce que comme je n'ai pas accès au film. Je ne pourrais pas vous montrer ce film, mais donc ces enfants, donc, dans la consultation,
sont en kangourou et on voit que la maman donc, va. C'est intéressant de voir comment elle va faire pour. Évidemment, l'enfant est à proximité du sein, donc comment est-ce qu'elle va faire pour placer son enfant au sein alors qu'il est dans le bandeau en kangourou. Alors, donc, le programme kangourou, clairement, a des avantages importants pour le nouveau-né au niveau de la diminution de la douleur, l'amélioration du gain pondéral, la stabilité et les sorties plus précoces. Donc les parents sont un puissant antidouleur pour le nouveau-né. Alors, donc évidemment, donc, vous connaissez tous le portage peau à peau à la naissance, mais ceci est valable aussi pour le portage peau à peau à la naissance pour des enfants prématurés. Corinne Guéret parlait des césariennes et des... C'est peut-être pas, point de vue lumière, la césarienne la plus correcte, mais de plus en plus, donc les enfants sont en peau à peau sur leur mère pour des longues périodes après la césarienne, ou pendant encore la césarienne, les prématurés en peau à peau pour de longues durées, les papas qui s'y mettent aussi. Alors, quelque chose aussi donc qu'on a développé, c'est en fait donc pour veiller à ce que même si l'enfant est prématuré, même s'il a des problèmes respiratoires, eh ben, limiter au maximum cette séparation. Et ici vous voyez donc un papa avec son enfant, la maman a une césarienne, c'est le papa qui va donc monter l'enfant dans le service néonatal. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un papa qui avait un tel sourire après la naissance d'un prématuré, hein, donc comme mesure anti-stress, ça a l'air de fonctionner. Je ne pourrais pas vous montrer non plus ce film, puisque je ne sais pas comment y arriver. Alors, ici, une autre dame, ici c'est une maman, donc avec un enfant qui a des gros problèmes, et pourtant, c'est la maman donc, qui assure le transport de l'enfant vers le service néonatal, malgré les problèmes respiratoires. Alors, ce qu'on a fait également, c'est de développer le retransfert en peau à peau. C'est-à-dire que quand un enfant est hospitalisé en néonatal, après il repart vers l'hôpital où il aurait dû naître, où il est né. Et c'est un moment de stress pour les parents, c'est un moment de stress important. Et donc pour limiter ce stress, eh bien, les transferts se font en peau à peau. C'est-à-dire que et pour la maman et pour l'enfant, donc ceci permet de diminuer le stress. Et d'ailleurs on a évalué le contentement des mamans, ça diminue leur stress. Voilà des images, on a des transferts en peau à peau. Alors ici c'est de nouveau, je suis désolé, mais je ne sais pas comment je vais arriver à ces films, parce que ici sur mon ordinateur je ne vois rien. Voilà, donc c'était deux films qui comparent le confort pour le nouveau-né, prématuré, à gauche sous sa maman, et à droite dans une couveuse. Donc ce portage peau à peau a donc des bénéfices importants aussi pour les parents, puisque ça leur permet d'être moins stressés, il y a plus d'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être, ça favorise l'allaitement maternel, et psychologique, puisque les parents reprennent cette place importante comme de premiers soignants, c'est très bon pour l'attachement, c'est très bon pour la confiance des parents. Alors quelque chose qui est important pour lutter contre le stress, c'est de faire en sorte que ces parents ne soient pas séparés de leur enfant, même si cet enfant est en soins intensifs. Et ici, donc, vous avez au premier plan une couveuse avec une couverture de couveuse pour que l'enfant soit protégé. C'est un enfant extrêmement fragile. Et vous avez le papa qui a son lit, qui est en train de dormir à droite, et la maman qui va à ses occupations, qui vient s'occuper de son enfant prématuré dans la couveuse. Donc, c'est important de renforcer la présence des parents dans les services néonatals, ils sont vraiment indispensables. Donc les chambres mères prématurées, leur présence encouragée 24 heures sur 24, le transfert en peau à peau. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore d'autre les parents? Parce qu'il y a plein de choses qui sont importantes pour nous. Donc à part éviter la séparation, à part le peau à peau, il y a l'allaitement maternel, il y a apprendre le langage non verbal du nouveau-né prématuré, la participation aux soins, la participation aux décisions, la voix des parents, le chant, la lecture, et le fait d'intégrer les parents dans la même équipe que les professionnels.
Alors, je ne vais pas revenir sur l'allaitement maternel, mais si vous imaginez bien que, du point de vue réussite de l'allaitement maternel, le fait que la maman soit en permanence avec son enfant, évidemment, permet d'améliorer son allaitement. Alors, apprendre le langage non verbal du nouveau-né, ça c'est le NICAP. Le NICAP, par l'observation du nouveau-né, donc on apprend ce langage, et ici vous avez un nouveau-né à terme, vous voyez, donc bien tonique, bien robuste, et puis ici un nouveau-né prématuré, qui n'a pas du tout la même expression, et donc en apprenant, en observant, donc comme toute une série des infirmières du néonatal sont formées au NICAP, et bien donc ça nous permet de mieux comprendre les besoins de cet enfant et de répondre donc à son stress. Donc, voilà deux enfants, des photos qui peuvent être impressionnantes. Un enfant à gauche qui dit plein de choses, son non-verbal c'est énorme, il est fatigué, il n'en peut plus. À droite, cet enfant qui a les yeux un peu écarquillés dit aussi quelque chose. Donc à nous de le décoder, à nous d'en discuter avec les parents, de leur faire passer le message. Alors, ça c'est un enfant par exemple qui est prêt à communiquer, qui est attentif, mais les nouveau-nés prématurés sont aussi capables d'éviter, de ne pas vouloir nous regarder, de nous fuir de regard avec des gestes qui sont clairs. Ceci, ce sont les gestes que font les nouveau-nés, les attitudes que font les nouveau-nés pour parvenir à eux-mêmes s'auto-rassurer, l'autorégulation. Donc, élément important. Alors, par rapport aux parents, quelque chose aussi qui diminue le stress, c'est le fait de participer aux soins. Donc, ces parents redeviennent donc, les premiers soignants, ils retrouvent leur rôle et les soignantes leur donnent les compétences. Alors quelque chose qui est important, qui a été beaucoup développé, notamment dans le service, mais c'est l'importance de la voix. On a déjà parlé de la voix de la maman, mais c'est vrai aussi pour le prématuré. C'est vrai aussi pour le prématuré, d'autant plus. Donc, et l'impact du chant sur le bien-être, sur la douleur du nouveau-né prématuré est réel. Donc ceci était une réunion organisée par Sophie Coppens et Caroline, donc dans le service néonatal. Alors, autre projet qui est développé dans le service par certaines des infirmières du néonatal, c'est l'importance de la lecture pour ces prémats, qui sont extrêmement réceptifs à cette voix de la maman et du papa. Alors, parents et professionnels, même équipe, je vous conseille d'aller voir les documents de l'EFCNI, qui est en fait une organisation européenne concernant les soins du nouveau-né, qui organise d'ailleurs la journée des prématurés, la journée de la prématurité, et qui a l'avantage de regrouper aussi bien des professionnels que des parents, et qui ont établi des standards, c'est-à-dire des standards de soins dans tous les domaines, qui sont très bien faits, et notamment dans l'implication des parents au niveau des soins dans le service, l'environnement sensoriel et également donc, le pot à pot en continu. Voilà, en conclusion, ce bébé fragile ou prématuré et ses parents sont soumis à des stress importants, comme vous pouvez l'imaginer. La douleur liée aux soins, les stimulations sensorielles liées à l'environnement hospitalier, l'inquiétude, l'angoisse pour les parents. Et ceci a des conséquences immédiates et aussi à long terme. Donc éviter cette séparation, nouveau-né fragile et ses parents, permet de restaurer donc, le meilleur univers que cet enfant puisse avoir vu sa naissance prématurée, c'est-à-dire ses parents, avec effet sur le stress et la douleur. Et donc il s'agit aussi d'adapter l'environnement. Je voulais finir en vous montrant ceci. C'est la courbe d'Ekman, qui est un prix Nobel d'économie en 2000, et qui a regardé
qu'est-ce qui était le plus intéressant au point de vue investissement, projet, depuis la période prénatale jusqu'à la période scolaire et après. Et l'investissement, puisque c'est un économiste hein, parlant en termes d'investissement, le retour sur investissement au niveau capital humain, plus l'intervention de programme est précoce et dans la toute enfance, plus ce sera efficace et rentable. Voilà, je vous remercie.